Bonjour à toutes et à tous. La gestion des déchets solides ménagers continue de faire polémique au Bénin. S'il est vrai que les déchets font partie de la vie quotidienne de l'être humain, au Bénin, ils sont très mal gérés, surtout dans les grandes villes. À Cotonou, les abords des voies pavées et les ruelles servent de dépotoir d'ordures sans que la conscience collective ne soit interpellée. Quel est le rôle des municipalités? Question au menu du décryptage. Insertion professionnelle des jeunes diplômés. Quelle synergie entre le monde professionnel et le marché de l'emploi? La question fera le chou gras du dossier de la semaine dans un contexte où la formation dans les universités nationales n'est pas toujours en adéquation avec les besoins du monde de l'emploi. Quel lien faut-il donc établir entre le système éducatif et les exigences du marché de l'emploi? Ainsi démarre Week Echo de ce dimanche 25 novembre 2018. L'acte 1, c'est le mini-journal présenté par Estelle Pazou. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le processus d'immatriculation des véhicules à deux roues, tricycles et quadricycles est toujours en cours, mais le moratoire accordé aux motocyclistes non en règle prend fin le 30 novembre prochain. Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres a fait le point des véhicules à 2, 3 et 4 roues immatriculés à ce jour et les mesures prises pour faciliter la tâche aux populations. Alexis Kenom, Marianne Possemede. 507 315 dossiers d'immatriculation avec plus de 300 000 motos immatriculées sur une valeur cible de 1 million de véhicules à deux roues en circulation au Bénin. C'est l'état des lieux des engins sur nos routes à la date du 15 novembre 2018. L'immatriculation des motos est une règle que doit respecter tout motocycliste. Mais au regard du non-respect de la loi, un moratoire de 3 mois a été donné aux usagers de la route. En effet, du début du moratoire au 15 novembre, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a enregistré en tout 127 000 dossiers d'immatriculation dans les 12 départements du pays, avec 90 000 dossiers traités en 10 semaines, soit une fréquence de 9 000 dossiers traités par semaine. Pour les propriétaires des dossiers en instance, des dispositions sont prises. Pour cette fois-ci, on fera la part des choses entre ceux qui ont rempli les formalités et dont l'immatriculation proprement dite a été faite et ceux qui ont rempli les formalités et qui ont à leur possession des fiches de dépôt authentiques. Il y a des éléments que nous avons donnés quand même à la police républicaine via le ministère de l'Intérieur pour qu'ils puissent identifier les vrais, du faux. Pour faciliter la procédure aux usagers, des mesures sont prises pour la décentralisation des sites d'immatriculation. Cela afin d'améliorer et de réformer le secteur. De plus, les frais d'immatriculation sont désormais payés par les sociétés de vente de motos lors du dédouanement des engins, ce depuis septembre 2017. Les conducteurs des véhicules à deux roues et tricycles sont appelés à faire diligence pour se mettre en règle avant la date butoir, le 31 novembre 2018. Le montant à payer pour l'immatriculation reste inchangé, 11 500 francs CFA. Le 20 novembre dernier, c'était la 29e édition de la Journée internationale de l'enfance. Les blogueurs, les internautes, les start-upers et autres passionnés du web se sont impliqués à travers des solutions innovantes et réelles pour le respect et la protection des droits des enfants. Clotaire avec nous, Bernol Diogwe. Innover pour les droits de l'enfant, c'est agir pour le respect et la protection des droits de l'enfant. Et le numérique est le tremplin choisi pour offrir des solutions nouvelles réelles aux besoins des enfants en développant des engagements dans l'intérêt des enfants. Cette 29e édition de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance se sert de la transversalité que représente le numérique pour impacter plus de monde autour de la cause des enfants. Aujourd'hui, on a lancé un hackathon en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Bureau national, c'est-à-dire UNICEF Bénin,
afin de trouver de nouvelles solutions, des solutions innovantes pour pallier à ces déviances que nous constatons sur le terrain, à cet écart-là qu'il y a entre ce qui est et ce qui devrait être normalement en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Vous allez voir donc à la fin de ce projet, nous allons primer les meilleurs projets qui viennent résoudre les violations des droits des enfants que nous constatons. Si nous avons des applications qui peuvent nous permettre désormais d'avoir un meilleur taux d'enregistrement des naissances, nous l'acceptons. Comme si nous avons des applications qui nous permettent également de résoudre le problème d'accès aux services de santé de base, nous l'acceptons. Et parce que nous savons, nous croyons également en ce que nous allons faire. Nous pensons que désormais, ce sont de beaux jours qui nous tendent la main comme ça pour la promotion et la défense des droits des enfants dans notre pays. Agir pour l'enregistrement des naissances, pour l'accès des enfants aux soins de santé de base, à la scolarisation, la lutte contre les mariages forcés, le travail des enfants, entre autres, c'est également œuvrer pour réduire le décès des enfants dû souvent aux maladies évitables, pour le respect de la Convention des droits des enfants. Nous utilisons tous les canaux gouvernementaux, société civile, médias, réseaux de jeunes, pour faire en sorte que la Convention relative aux droits de l'enfant soit appliquée au jour le jour et que l'intérêt supérieur de l'enfant soit au centre de toutes les politiques publiques. Les données démographiques de 2004 indiquent que 45% de la population de notre pays ont moins de 15 ans. Et si 8 millions de Béninois disposent d'une téléphonie mobile, la portée de cette mobilisation autour des droits des enfants est bien perceptible. Le savon liquide est un produit basique qui sert entre autres à faire la lessive et à récurer les ustensiles. Sa fabrication est un procédé qui fait appel à des mélanges de produits afin d'obtenir un liquide homogène. Dans ce reportage que vous allez suivre, Ghislain Runkbono, Richada Sangbe et Sylvania Tianou ont suivi le processus de fabrication. Je vous propose de suivre. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean, un quartier de Cotonou chez notre artisane d'occasion pour ensemble découvrir la procédure de fabrication du savon liquide très prisé dans les ménages. Une fois les emplettes faites, il faut passer au mélange, remuer le sel, la pâte et l'acide pendant 10 minutes afin d'obtenir un mélange homogène. Rajoutez peu à peu de l'eau au mélange jusqu'à 15 litres de préférence pour la dose de savon voulue. Ensuite, rajoutez le conservateur et la couleur tout en continuant à remuer le mélange. Voilà, c'est enfin prêt. Pendant 8 à 12 heures, le savon doit rester au repos. Passé ce temps, nous y rajouterons le parfum avant la mise en bouteille. Le processus de fabrication du savon liquide nécessite du temps, de la patience, mais surtout de l'énergie. Il faut avoir la force pour pouvoir commencer parce que avec la pâte, du sel et l'acide, là, ça demande plus d'efforts. Donc, tu dois avoir un peu de force pour pouvoir remuer le tout ensemble sans l'eau, sans ajouter d'eau. Fabriquer du savon liquide, c'est aussi une question de goût et de couleur. Et on a la couleur jaune, la couleur verte, la couleur violette, le bleu et rose, orange. Pour cette dame, produire du savon liquide est une activité secondaire. Je fais mon savon liquide sur commande. Pour 4 000 francs d'achat d'ingrédients et de bouteilles en plastique, le fabricant peut avoir environ 2 000 francs de bénéfices. Sport pour finir, pour une première fois, les Masters mondiaux de pétanque vont se tenir en Afrique et précisément au Bénin. Une compétition dont l'autorisation d'organisation a été obtenue grâce au dynamisme et à la détermination de la Confédération africaine des sports boules.
En prélude à l'événement qui démarre en décembre prochain, les organisateurs ont tenu une conférence de presse à Cotonou. Les précisions avec Gloria Oni. Le Bénin est retenu pour abriter les Master 1000 de pétanque 2018. C'est une première au Bénin. C'est une compétition qui va regrouper les meilleurs des sports boules venus de plusieurs pays du monde. Cette compétition de prestige qui réunit la pétanque et la lyonnaise va se dérouler sous l'appellation Open Pétanque Bénin. Nous allons nous y attacher, nous aussi. Nous mettrons notre petit grain de sel pour que ce projet initié par le président Idrissou Ibrahim devienne une réalité qui en fait honore tout le Bénin et aura des retombées positives sur le développement. Le choix du Bénin pour abriter ces Master 1000 de pétanque est le fruit des critères auxquels répond le Bénin, dont le dossier était imbattable. Et au-delà, les écureuils de la pétanque s'apprêtent pour remporter le titre. La conférence de presse que vient d'animer le président de la Confédération vient nous situer par rapport au délai. Déjà que nous avons déjà pris les dispositions pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que le Master ait lieu. Mais nous sommes déterminés maintenant à continuer de travailler, surtout au niveau de notre équipe nationale et les nouvelles tâches qui nous attendent en matière d'accueil des participants qui viendront dans notre pays, découvrir notre pays. Plus de 100 participants venus de tous les continents vont rallier donc le Bénin en décembre prochain. Un événement qui place le Bénin sur orbite et qui va booster l'économie locale et par ricochet celle nationale. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeco. Merci à vous, Estelle Pazou. À la suite du mini-journal, c'est la revue de presse économique, une présentation de Gloria Oni. Bonjour à tous et bienvenue à la revue économique de cette semaine. Démarrons par la révolution numérique, sujet traité par l'économiste qui met en manchette Bénin Digital Tour pour accélérer la croissance économique. L'enjeu, selon le journal, est de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une ambition qui s'appuie sur des piliers majeurs du développement du secteur, dont la généralisation des usages numériques. Le journal précise que l'objectif du Bénin Digital Tour est de généraliser l'usage au Bénin des TIC dans l'administration et dans les secteurs socio-économiques de base, à savoir l'éducation, le commerce, l'agriculture, la santé et autres. L'autre vision renchérie, deuxième édition de la semaine du numérique, le Bénin Digital Tour pour lancer les hostilités. Le journal explique en effet qu'à l'horizon 2021, le Bénin va être la plateforme de services numériques de l'Ouest pour l'accélération de la croissance économique et l'inclusion sociale. À l'Assemblée nationale, les ministres poursuivent leur passage devant la commission budgétaire. L'autre quotidien affiche Sakalafia défend un budget d'environ 40 milliards de francs CFA. Il convient de retenir que le projet de loi de finances 2019 prévoit un crédit d'environ 39 milliards de francs CFA contre 44 milliards de francs CFA en 2018 pour une baisse de près de 6 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 12,97%. L'autre vision pour sa part titre Oswald Omeki annonce le lancement des classes culturelles pour 2019. Le journal explique que le projet de budget du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports est d'un montant total de 58 milliards de francs CFA. Au plan touristique, l'année 2019 va être l'année de début de réalisation des différents chantiers de pôles touristiques Alada, Ouida, Porto Novo, Niki, Abomey. En ce qui concerne la culture,
2019 va être l'année de lancement des classes culturelles avec la relance des arts et de la culture. Sur le plan sportif, la priorité évoque le débat sur le financement du sport et titre « Talent responsabilise les chefs d'entreprise ». Selon le journal, cette tasse va permettre aux entreprises privées et publiques de porter main forte au gouvernement pour l'aboutissement de ces initiatives dans le domaine du sport. Ainsi, les entreprises peuvent créer leur propre club ou s'associer dans les 4 disciplines ciblées par le gouvernement, à savoir le football, l'athlétisme, le basketball et le handball. Fraternité va dans le même sens et titre « Financement du sport au Bénin ». La formule de talent pour un véritable décollage. Le journal ajoute que le chef de l'État engage une politique courageuse et volontariste dans le domaine du sport. Pour ce quotidien, le sport fait partie des facteurs de développement aussi bien social que politique. Dans le secteur agricole, pour finir, l'économiste parle de l'Union européenne qui appuie le secteur agricole du Bénin. D'un montant global de 4,6 milliards de francs CFA, cette aide complémentaire au programme d'appui au développement du secteur agricole est destinée à mettre en place un dispositif de dialogue entre les acteurs en charge de la mise en application de la stratégie nationale de développement et du secteur agricole. Ce projet vise à offrir aux agriculteurs un accès facile au conseil agricole, au financement, aux intrants et à la sécurisation foncière. Fin de cette revue de presse économique. À la prochaine. Merci Gloria Oni pour ce condensé de l'actualité. Rendez-vous dimanche prochain. Place à présent au décryptage. Près de 400 000 tonnes de déchets par an. C'est en moyenne ce que produit le Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Semek-Podji et Porto Novo. Des déchets qui salissent notre cadre de vie et qui constituent un casse-tête pour les pouvoirs publics. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau Amandine Anyambossou, journaliste environnementaliste à BB24. Bonjour Amandine. Bonjour à vous, Ilvaïs Balogun. À côté de vous, Fulbert Adjimerossou, journaliste environnementaliste également au quotidien Fraternité. Bonjour Ilvaïs. Vous allez bien? Ça fait plaisir. Alors, Amandine, j'aimerais d'emblée vous demander pourquoi la gestion des déchets au Bénin est aujourd'hui un enjeu majeur. Merci beaucoup à vous, Ilvaïs Balogun. Il faut dire que la gestion des déchets au Bénin aujourd'hui est un enjeu majeur parce que quand on parcourt un peu la ville de Cotonou et d'autres villes du Bénin, on voit que les populations ne prennent pas conscience de ce qu'il faut rendre son cadre agréable, sain et tout. Donc, on jette les déchets un peu partout dans nos villes. Et malgré le dispositif mis en place par les politiques, les communes et autres, les populations continuent de déverser les déchets solides et ménagers n'importe où. Donc, d'où il est important de mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation et d'autres campagnes. Alors, Fulbert, êtes-vous d'accord avec Amandine sur cette problématique? Oui, c'est tout à fait le constat qui est fait. Aujourd'hui, à Cotonou, on ne comprend pas que ça soit la vitrine du pays, mais qu'on ait des artères qui sont jonchées de déchets de toutes sortes et que des caniveaux soient remplis de toutes sortes de déchets solidaires ménagers. Il y a un problème qui se pose et ça montre qu'il y a une défaillance dans le système de gestion des déchets au Bénin. Depuis plusieurs années, ou pour ne pas dire depuis 2 décennies pratiquement, on a vu qu'on est parti du système de collecte par quartier parce qu'en temps on déposait des bacs dans les quartiers, ce qui donnait l'impression aux ménages que ce n'était pas une obligation de s'abonner. On pouvait aller simplement déposer ces déchets dans les bacs à ordures dans le quartier et après on a obligé les ménages à s'abonner. Mais d'autres ont compris que ce n'était pas aussi important parce qu'il y avait aussi à Cotonou des bas-fonds, des marécages où il fallait jeter les ordures. Donc le système d'abonnement n'est pas encore vraiment une obligation intégrée dans les mœurs à Cotonou, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des terre-pleins centraux, on a des trottoirs, des caniveaux qui sont jonchés de déchets. Heureusement que
la justice s'en mêle et qu'on ait des condamnations. Alors, avant d'en arriver là, on parle de défaillance. Le problème que vous évoquez là, les citoyens qui jettent les ordures un peu partout, on parle de défaillance des autorités. Est-ce la faute aux autorités si les rues sont sales? C'est la faute d'abord aux citoyens qui ne maîtrisent pas vraiment les tests qui régissent l'environnement, le cadre de vie. Il est dit dans l'article 2 du Code de l'hygiène, qui date de 1987, qu'il est interdit de déposer des déchets sur les trottoirs et les TP centraux. Mais aujourd'hui, demandez à un citoyen s'il maîtrise le Code d'hygiène, il vous dira non. Il ne sait même pas s'il existe un Code d'hygiène parce que ça fait 31 ans déjà pratiquement. Il y a une loi cadre qui date de 1999 qui régit également la gestion des déchets au Bénin. Personne pratiquement n'en fait usage. Il y a un décret, par exemple, de 2003 qui gère aussi les déchets au Bénin. Personne pratiquement n'en parle. Donc, il y a un problème d'abord au niveau des tests. Et quand le citoyen ne maîtrise pas les tests, c'est vrai qu'on lui laisse censé ignorer la loi, mais quand le citoyen ne maîtrise pas les tests, il suppose que ce qui est fait comme pratique par tout le monde, le fait de jeter les déchets dans la nature est tout à fait normal et donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. Donc, il faut d'abord que l'on responsabilise le citoyen, qu'on le sensibilise. Ensuite, qu'on le réprime une ou deux fois pour que les autres sachent également que effectivement c'est du devoir du citoyen de ne pas jeter les ordures dans la nature. Et ensuite, c'est de la faute aussi des autorités parce que quand on voit les tests sur la décentralisation, la gestion des déchets ou le problème d'hygiène d'assainissement revient d'abord aux municipalités, aux mairies et aux collectivités locales. Mais il se fait que les mairies disent souvent qu'elles n'ont pas les moyens, qu'il faut d'abord de grands moyens avant de gérer les déchets, alors que tout part d'abord de comment vous impulsez le modèle à vos administrés. Alors, on va arriver aux moyens, notamment à la gestion que les communes devraient faire de ces déchets-là. Amandine, il y a un test, ou plutôt il y a des tests juridiques en la matière. Mais aujourd'hui, ces tests ne sont pas respectés. Aussi bien les citoyens ne respectent pas les textes, aussi bien les autorités n'appliquent pas les textes. La responsabilité serait-elle partagée? La responsabilité, elle est partagée parce que, comme l'a dit Fulbert, les tests existent, mais on n'en a pas connaissance. Il faut déjà les traduire dans plusieurs langues et pour toucher, par exemple, ma grand-mère qui est au village, qui ne sait pas qu'il y a un test qui prévoit qu'il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. Mis à part cela, même les autorités ne maîtrisent pas ces tests. C'est juste des documents qui existent, vous les appelez, ils vont vous dire, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la mise en application effective, ça pose problème, on ne constate pas ça sur le terrain. Peut-être parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment mettre en application ces tests. Oui, évidemment, avant de mettre en application ces tests, il faut déjà maîtriser. Voilà. Et il faut également que les citoyens connaissent les tests. Voilà, c'est pour ça que je demande à ce qu'on traduise d'abord ces tests. Il faut organiser des séances de sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations sur ce que prévoient les tests. Parce que même si on doit sanctionner, il faut déjà leur dire avant, c'est si tu fais ça, tu encours telle peine et telle peine. On ne peut pas se lever un beau jour et dire, bon, parce que vous avez jeté, la personne sera surprise. Parce que ça se fait depuis des années. On n'a jamais corrigé ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, on va se lever et dire aux citoyens, parce que tu as jeté un sachet ou des ordures devant ta porte. Évidemment, aujourd'hui, on va y en revenir, bien évidemment. Le procureur a sanctionné certains citoyens. Mais Fulbert, vous évoquiez tantôt le manque de moyens au niveau des communes. Ne faudrait-il pas déjà commencer par la sensibilisation, comme l'a dit Amandine, traduire en langue, appeler les populations, comme cela se fait habituellement avec les gongonneurs, par exemple? Je suis d'accord qu'il faut traduire les tests en langue, mais combien de citoyens dans le Bénin profond peuvent lire également les langues? C'est encore là le problème. Oui. Il faut traduire peut-être pour les communicateurs au niveau des radios communautaires. Il faut des émissions pour sensibiliser ces populations-là, mais je crois qu'il faut mettre aussi à contribution les divinités. Souvent, pour les milieux ruraux, je crois que le petit Choro, le petit Zambétor aident souvent à sanctionner ceux qui jettent les déchets au niveau des parcs publics. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a désacralisé pratiquement tout et parce qu'on veut être moderne qu'on assiste à ces phénomènes-là. Mais à Cotonou, je crois que c'est de l'incivisme carrément. Carrément, c'est de l'incivisme parce que vous ne pouvez pas avoir une maison à Cotonou et ne pas vous abonner normalement à une structure de paie collecte. Vous ne pouvez pas avoir une maison à Cotonou sans disposer de toilettes, par exemple. Donc, il se fait que les gens se disent, bon, Cotonou n'était pas vraiment développé
il y a une parcelle encore vide à côté, on peut jeter les ordures en attendant. Et en attendant, finalement, on a des dépotoirs de part et d'autre dans la ville de Cotonou. Mais cela peut se comprendre quand on sait que les structures de pré-collecte ont des taux souvent exorbitants. Là aussi, le problème se pose au niveau de la qualité de prestation. Parce que vous avez une ONG, vous souscrivez, qui devrait venir normalement peut-être 3 fois dans la semaine, mais qui ne vient qu'une seule fois. Ou à défaut, ne vient qu'une seule fois dans 2 semaines. Et donc, dans ce cas, le citoyen se dit, mais à quoi ça sert aussi de s'abonner à une structure de pré-collecte et de ne pas avoir en retour la qualité de service attendue. Donc, il y a déjà là. Et aussi, à ce niveau, vous avez des structures de collecte qui ont des moyens rudimentaires encore de pré-collecte. Des charrettes contre trimbales en plein cœur de ville, avec des ouvriers totalement délabrés. Il faut moderniser le système. Ils ne sont même pas assez protégés. Voilà. Et quand ils collectent encore les déchets, comment vous voulez que le citoyen qui voit que le déchet collecté dans sa maison est encore déversé sur un dépotoir dans le quartier s'abonne? Mais le problème se pose encore là. Je m'abonne et j'espère que les déchets seront collectés et déversés dans un milieu sûr. Mais je me rends compte que 2 km après, le collecteur vient déverser encore dans le quartier. Ça veut dire que je peux aussi ne pas m'abonner et aller déverser carrément sur un dépotoir dans le quartier. Donc il faut aussi qu'on modernise le système de collecte des déchets et de gestion, de sorte que le citoyen se rende compte que le déchet qu'il a remis à un collecteur a servi à quelque chose, a servi à produire par exemple du biogaz, de l'énergie et bien d'autres choses également. Mais l'autre problème également, c'est qu'il n'y a pas assez de points de regroupement. Donc, quand les structures de pré-collecte viennent chercher les déchets, bon, il y en a qui se demandent, mais où déposer ces ordures, toutes ces ordures. S'il n'y a pas un endroit où déverser les ordures, on ne devrait pas agréer ces structures à collecter les ordures. Normalement, il y a des points de regroupement, sauf que ce n'est pas suffisant, ou parfois c'est bondé et les ramasseurs ne savent plus où les mettre, d'où on les déverse dans la lagune, les berges lagunaires sont devenus ou bien les marécages. Il y a même des populations qui achètent ces ordures pour combler les marécages et autres. Donc, chacun fait comme il peut. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la gestion des déchets est quand même une opportunité économique. C'est rentable. Dans d'autres pays, on a vu des gens qui ont utilisé les déchets pour se développer leur ville, leur commune ainsi que leur pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a du mal à gérer parce qu'aujourd'hui, encore au Bénin, on ne sait pas ce que représentent ces déchets, en fait. Parce que Fulbert l'a dit, on peut transformer ces déchets, faire du biogaz. Voilà. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les déchets, mais on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Oui. Vous êtes d'accord, Fulbert, on n'a pas encore atteint ce niveau-là? Oui, tout à fait. Mais je regrette même d'ailleurs que le Conseil des ministres du mercredi passé n'ait pas donné priorité à la valorisation. On a dit que pour le moment, on va faire la collecte. Et donc, la valorisation n'est pas encore une priorité dans le système. Parce qu'on suppose que les caractéristiques des déchets qu'on a ne sont pas vraiment rentables. On a des déchets organiques en majorité. Mais je crois que dans tous les cas, il faut donner priorité à la valorisation. Le déchet, c'est de l'ordure, comme on le dit. Et déjà, quand vous avez dans une concession la possibilité, il y a des structures qui l'ont fait déjà, la possibilité que le ménage utilise encore son déchet pour produire de l'énergie et cuisiner, c'est déjà important. Il faut inculquer aux citoyens ce mécanisme-là d'utiliser ce qu'il produit. Oui, mais ça nécessite d'autres moyens, parce que les ordures ne s'utilisent pas comme ça. Oui, mais déjà, il faut la solidarité. Quand vous avez une concession, vous avez 10 ménages par exemple, vous pouvez ensemble décider de produire du biogaz. Quand on met ensemble les moyens, quand on fusionne les moyens, je suis sûr qu'on va y parvenir. Mais c'est parce qu'au Bénin, on est plus dans l'individualisme. Chacun fait ce qu'il veut, chacun veut toujours consommer ce qu'il produit chez lui, alors qu'ensemble, on peut utiliser nos déchets et produire de l'énergie pour toute la concession. Mais je crois que là, chacun se fixe un objectif à atteindre. Et quand on va chacun dans son sens, c'est pas si qu'on est l'objectif à atteindre à bout de choses. Alors, quelque chose qui s'est passé cette semaine, c'est que le procureur a lancé une lutte contre l'insalubrité dans la ville de Cotonou et une douzaine de personnes ont été condamnées par le tribunal. Trouvez-vous cette décision conséquente? Oui, c'est normal. Je crois que la loi 4 sur l'environnement, en son article 108, donne droit au ministère public, c'est-à-dire au procureur, d'engager des procédures à l'encontre des pollueurs. Et normalement, les mairies devraient être des parties civiles pour intervenir. Mais là, ce qui étonne, c'est que
ça soit une condamnation. Parce qu'on n'est pas habitué à condamner un pollueur chez nous. Quelqu'un qui jette un déchet, bon, on s'en fout. Au pire des cas, on peut lui fixer une amende de 5 000 francs, ça passe. Donc déjà, c'est un début que le procureur puisse se saisir de ces cas et sanctionner jusqu'au point où on a mis des personnes en prison pour avoir jeté des déchets sur les terres centraux dans les caniveaux. Mais je crois qu'il faut aller encore au-delà de ça. Oui. Il faut aussi, si possible, punir également les ONG qui font des qui collectent les déchets. Pourquoi même ne pas punir les mairies, les autorités municipales? Oui, déjà, c'est déjà arrivé avec le procureur Togbono. Le procureur Togbono a déjà sanctionné le DST et certains de ses collaborateurs pour pollution de la ville, pollution esthétique. Voilà. Donc déjà qu'on arrive à sanctionner le citoyen, c'est bon déjà également. Mais le problème qui se pose c'est quoi? Quand vous prenez le code de l'hygiène, les sanctions vont de 2 000 à 30 000 francs. C'est le plafond. Et quand j'ai vu 50 000, je me suis étonné, mais comment, par quelle magie le procureur, mais le juge est arrivé à ça? C'est vraiment difficile. Parce que la loi dit qu'il faut au maximum 30 000 francs. Quand vous prenez la loi 4 sur l'environnement, on vous dit que le plafond, c'est 5 millions, 250 millions, et que le minimum, par exemple, c'est 750 000 francs. Est-ce qu'il faut punir le citoyen en lui disant payer 750 000 francs ou 250 000 francs pour avoir acheté des ordures, ou est-ce qu'il faut le punir sur la base du code de l'hygiène? Ce qui veut dire qu'il faut aujourd'hui actualiser le code de l'hygiène, qui date de 31 ans déjà. Donc il faut déjà actualiser le code de l'hygiène, améliorer les sanctions. Peut-être que quand on va dire à quelqu'un, quand vous polluez l'environnement, vous serez condamné à 5 ans de prison, il aura davantage peur. Et quand on va sanctionner une fois, 2 fois, 3 fois, je suis sûr que les gens auront peur désormais de jeter les ordures dans les caniveaux et qu'ils vont interpeller les ONG de pré-collecte qui ne font pas leur devoir comme cela se doit. Amandine, pensez-vous qu'il faille incarcérer des gens pour ça? Incarcérer, bon, c'est déjà un peu trop. On peut taper sur les doigts, mais payer 50 000 pour avoir jeté des ordures, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est aussi un moyen pour collecter de l'argent dans les caisses publiques. Bon, on n'ira pas jusque-là, mais il faut sanctionner. Oui. Mais il faut voir dans quelle mesure sanctionner pour ne pas pénaliser également le citoyen. Merci beaucoup à vous, Amandine Agnambossou. Je rappelle que vous êtes journaliste environnementaliste à BB24. Et en face de vous, ou plutôt à côté de vous, j'avais Fulbert Adjimerossou, journaliste environnementaliste également au quotidien Fraternité. Merci, chers confrères. Place à présent au dossier de la semaine. La question de l'adéquation du système d'éducation et de formation avec le marché de l'emploi au Bénin demeure d'actualité. Chômage des diplômés, difficultés d'insertion dans la vie active, formation inadaptée, orientation inefficace. Le système d'éducation est souvent incriminé. C'est le dossier de la semaine, mais avant de recevoir notre invité, suivons cet élément. Au Bénin, à peine un jeune diplômé sur 4 issu des universités nationales arrive à s'insérer dans la vie professionnelle. Et pour mettre fin à ce chômage grandissant et faciliter l'insertion professionnelle, l'accompagnement des jeunes diplômés devient indispensable au regard des difficultés pour accéder à l'emploi. Une mission que l'université d'Abomey-Calavi appréhende à travers la Semaine du monde professionnel. L'université a pris conscience de ce qu'elle doit aller au-delà de ses rôles traditionnels en se préoccupant davantage de mieux préparer les étudiants à réussir leur insertion sur le marché de l'emploi, dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel pour tout dire. Si la mise en place d'un dispositif adéquat devant favoriser l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail est nécessaire, coupler la formation avec la recherche de la qualification professionnelle serait un atout pour répondre aux besoins de l'emploi. Pendant longtemps, les entités universitaires développaient leur curricula, je dirais, un peu de façon indépendante des besoins du monde du travail. On pensait que du moment qu'on a des têtes bien faites, elles vont trouver à s'employer. Mais maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas et qu'on a donc une masse incroyable de jeunes diplômés, et je dirais à la limite un paradoxe, c'est-à-dire que plus ils sont diplômés et moins ils trouvent d'emploi. D'abord parce qu'ils ont évidemment des aspirations qui sont complètement en décalage avec ce que le marché de l'emploi va leur offrir, mais aussi il manque des aptitudes et des compétences qui pourraient les rendre attractifs pour le marché de l'emploi.
Et pour avoir des jeunes employables à la sortie de l'université, il est impérieux d'avoir des interactions construites entre les entreprises, les entités de l'université et les apprenants. Il faut que, effectivement, les entreprises participent au développement des curricula avec les universités. Il faut qu'ensuite elles offrent des possibilités de stage pour que les jeunes puissent participer à la vie de ces entreprises dès le démarrage de leur cursus. Il faut aussi qu'à ce moment-là, les jeunes développent eux aussi une motivation, une capacité d'adaptation beaucoup plus nette qui va leur permettre donc de rentrer beaucoup plus vite sur le marché de l'emploi, y compris dans certains cas l'auto-entrepreneuriat. Face à ce défi, l'enjeu aujourd'hui est d'absorber et de gérer le flux des étudiants avec des formations plus adaptées au contexte et surtout à l'offre de l'emploi. Nous formons à travers le service des volontaires les étudiants. Nous les formons, nous les préparons mieux à faire face aux défis du monde professionnel. Nous avons accompagné les étudiants dans la mise en place de projets. Nous avons créé un parc d'incubateurs qui permet d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leur business plan, dans l'accompagnement au plan financier même, ce qui nous a amené à mettre en place la fondation de l'université. Donc il y a de la formation, il y a de l'accompagnement du monde de l'entreprise, du monde professionnel. Tout cela permet de reformater en griffe un peu nos étudiants pour les aider à prendre la conscience des nouveaux défis qui sont les leurs. Des réponses aux difficultés de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. L'exigence est donc de s'ouvrir sur le monde professionnel et de se projeter sur les besoins de l'emploi. Avec moi sur ce plateau pour évoquer justement la question de l'adéquation du système d'éducation et de formation avec le marché de l'emploi, Madame Éléonore Yahi Ladécan, enseignante en faculté des sciences et techniques et vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Madame la vice-recteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, de nombreux jeunes diplômés connaissent des difficultés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette situation ? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle question et c'est une question qui est d'actualité, d'autant plus que nous sommes en pleine semaine du monde professionnel et c'est la question importante qui est, disons, au cœur de nos échanges. Il est constaté que à la fin de leur formation, en général, la plupart des diplômés peinent à trouver un emploi. Donc, il revient déjà aux différents systèmes éducatifs et surtout les institutions de formation d'intégrer cela. C'est pour cela que, au-delà de la mission de formation, d'accompagnement des unités de recherche et également de, disons, livraison de services à la communauté, il y a maintenant le volet insertion professionnelle. Et pourquoi cela? Parce que justement, de plus en plus, nous formons des étudiants et de moins en moins, ils trouvent du travail. Mais n'est-ce pas aussi la faute du déséquilibre entre la formation et la demande sur le marché de l'emploi? On pourra le dire effectivement il y a quelques années, parce que c'était réellement un constat, et qui est qu'il y a de plus en plus de décalage entre ce qui se fait au niveau des universités et les besoins réels des entreprises. Mais de plus en plus, nous invitons ces professionnels dans l'élaboration de nos curricula de formation et ils prennent de plus en plus de place dans la mise en œuvre de ces formations. Déjà même que le système LMD l'impose. Le système LMD rend un peu les formations très professionnelles. Alors, quel accompagnement l'université d'Abomey-Calavi apporte aux jeunes diplômés pour leur faciliter l'insertion professionnelle? Tout à fait. Nous faisons l'accompagnement à divers niveaux. Déjà au niveau de la mise en place de ces ordres de formation, tel que je le disais tout à l'heure, nous invitons des professionnels. Vous avez de plus en plus dans les écoles à moins d'effectifs, le problème ne se pose pas trop. Mais dans les facultés classiques à gros effectifs, c'est là la plus grande difficulté. Mais qu'est-ce que nous faisons? Déjà après la mise en œuvre de ces sortes de formations qui impliquent les professionnels, ils viennent également délivrer des cours. Donc ça fait qu'à l'INE, l'ENEAM par exemple, à l'Institut national de l'eau, l'ENAM, il y a certaines entités qui, disons, reçoivent beaucoup plus de professionnels. Mais en dehors de ça, ces professionnels offrent
maintenant des possibilités d'accueil pour les stages. Oui, mais ceux qui font les facultés, ils sont lésés. Si c'est les instituts, les écoles qui reçoivent les professionnels. Même dans les facultés. Ah, d'accord. Dans les facultés, la question est devenue maintenant une question centrale. Et de plus en plus, c'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà atteint un niveau où nous offrons des possibilités de stage à ces milliers d'étudiants qui sont dans les facultés. Non, ce n'est pas possible. Mais, par exemple, dans les facultés, nous avons un grand programme avec la coopération belge qui a identifié quelques, disons, formations prioritaires au niveau de ces entités, que ce soit la FAST, que ce soit la FASEC, que ce soit la FSA et l'EPAC. Et de plus en plus, maintenant, nous les accompagnons jusqu'au bout. Donc, c'est des petites, disons, des petits groupes pédagogiques. Et au cœur de ces groupes pédagogiques se trouve toute la mise en œuvre ou la prise en compte des exigences de, disons, du système LMD. Donc, on peut dire quand même qu'on ne peut pas dire que nous arrivons déjà à trouver des placements dans les entreprises à ces milliers d'apprenants. Mais ça avance. Oui, mais au niveau de l'élaboration des modules de formation, est-ce que le monde professionnel est impliqué? Est-ce que ça tient compte des réalités du monde professionnel afin de mieux impliquer les jeunes étudiants? Oui, bien sûr. Vous voyez, déjà, il y a quelques années, ça ne se faisait pas. Mais là, maintenant, nous avons même une cellule de pédagogie universitaire, c'est un centre de pédagogie universitaire assurance qualité qui aide maintenant même toutes les entités dans la mise en œuvre de leur, déjà même dans le montage de leurs offres de formation. Nous avons maintenant, nous n'avons plus les modules un peu d'enseignement, mais nous avons maintenant les unités d'enseignement et nous avons les offres de formation. Et donc tout cela suit véritablement un canevas. Et nous accompagnons même disons, les acteurs au niveau des entités. Les enseignants, nous-mêmes, on ne savait pas ça avant. Chacun pouvait se lever, il a son plan de cours, il s'en va, personne ne contrôle rien. Mais maintenant, non, ce n'est pas possible. Avant de pouvoir aller prendre en charge les apprenants, c'est que vous avez quelque chose de cohérent et que vous délivrez. Et vous essayez maintenant, le rôle même de l'enseignant, vous le savez très bien, a changé. L'enseignant n'est plus là juste que pour déverser un peu son message, non. Il fait en sorte que ses cours, son enseignement soit intéressant. Parce qu'il y a des apprenants... Ce n'est plus le cours magistral, plutôt magistraux, comme cela se faisait. Voilà, où ce n'est que l'enseignant, il est perdu dans la masse, non. Maintenant, vous avez une interaction entre enseignant et apprenant, mais on ne peut pas dire que c'est à 100%. Ouais, nous sommes dans la démarche et nous accompagnons la démarche par rapport à ça. Vous parliez tantôt d'un creuset qui élabore les unités. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui font partie de ce creuset ou c'est justement uniquement les enseignants? Les enseignants, non. Il y a les chefs d'entreprise. Ça se fait sous forme d'un atelier. Et donc, on sort même du cadre de l'université et on prend en compte les offres, on les regarde, on voit par rapport aux besoins du marché, comment ça se situe. Il faut aussi dire, si je dois ouvrir une petite parenthèse à ce niveau, nous avons aussi des difficultés à ce niveau, puisque les nouvelles offres de formation doivent s'arrimer avec le visage de, comment on appelle, du monde du travail. Tout à fait. Or, le marché fait face beaucoup plus au numérique. À ce problème. Je vous assure que parfois, nous étions à un atelier et on discutait de cette question vraiment de besoin de marché. Et on se dit, il y a des entités qui peinent à avoir encore des informations sur le besoin de marché. Parce que ça se met en place par des institutions spécialisées, telles que l'Observatoire de l'emploi et pour la formation, qui prennent vraiment, ces institutions prennent en charge ces besoins et les publient. Donc, et mettre ces informations à la disposition des universités. Et ainsi, lorsque vous voulez mettre en place une offre de formation, c'est que vous êtes sûr que le besoin véritablement est assez compatible à ce que vous voulez faire. Mais en dehors de ça, nous avons aussi notre système pour le volontariat des jeunes que nous mettons. Comment ça se passe? Voilà. Le volontariat, ça se passe comment? Le volontariat, c'est quoi? C'est que les jeunes ont suivi leur formation, ils ont un diplôme. Mais ils ne savent pas, ils ont le diplôme, mais ils ne peuvent pas aller à l'extérieur sur le marché du travail parce qu'ils ne se sont pas préparés à cela. Ils avaient un comportement qui est à peu près inadéquat avec le comportement qu'il faut adopter par rapport à ce marché du travail.
Donc, quand nous les prenons, nous les entre-griffes, comme le recteur l'a dit tantôt dans l'élément, nous les réformons un tout petit peu. C'est un genre de réformatage, c'est peut-être un peu bizarre, mais bon, c'est le terme pour parce le que moment la réalité que nous prenons. dans les universités n'est pas du tout pareille à la réalité. Pas du tout. Et si on ne prend pas des mesures vigoureuses, c'est difficile de se départir d'une habitude. Donc, c'est des mesures fortes. On leur montre que ah non, il faut savoir rendre un service à la communauté. Lorsque vous finissez, ce n'est pas de se croiser les bras et d'attendre que l'État vienne vous offrir sur un plateau un peu les opportunités. C'est à vous d'aller créer des opportunités. Et autour de nous, il faut une certaine curiosité pour amener les apprenants à découvrir les besoins autour d'eux et à y apporter des éléments de solutions. Donc, c'est ce que nous faisons dans ce creuset. Et donc, ils sont accompagnés comme ça. Et quand ils finissent, il y a la possibilité d'entrer dans le parc d'incubateurs où ils entrent avec des idées. Et puis, à la fin du parc d'incubateurs, ils peuvent sortir avec une entreprise. Alors, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a assez d'entreprises. Est-ce que l'université se charge d'aider les jeunes apprenants à entrer en entreprise, c'est-à-dire au-delà des stages que l'université se permet de mettre à leur disposition, de leur offrir? Est-ce que le recrutement est d'office? Ah non, le problème de recrutement est un problème crucial et il n'est pas spécifique au Bénin. Dans la plupart des pays de la sous-région, le recrutement, le chômage des jeunes, le sous-emploi est vraiment une question préoccupante. Mais qu'est-ce que les universités arrivent à faire? C'est de les accompagner dans leur initiative, de les rendre un peu plus responsables de leur avenir, qu'ils prennent en main leur avenir. Et qu'est-ce que l'université fait? L'université invite des professionnels, tels que nous sommes en train de faire pour la semaine actuelle. Nous invitons les entreprises, les professionnels à animer des débats, à permettre aux apprenants de leur poser des questions et même de leur permettre de les accueillir dans leur entreprise pour voir, attention, la théorie que nous avons reçue là, eh bien, comment se positionne-t-elle dans les réalités, les pratiques des Alors, j'ai une dernière question, c'est à propos de l'entrepreneuriat, dans la place des enseignements qui sont donnés à l'université. Ah oui, ça c'est une question fondamentale et actuellement, je peux vous dire que dans nos offres de formation, vous avez, disons, une unité d'enseignement qui est intitulée entrepreneuriat, je crois, genre et culture. Donc, c'est une unité qui se trouve maintenant dans toutes les offres pour prendre en compte cette question d'entrepreneuriat. Et ainsi, nous donnons tous les rudiments, tous les instruments, les outils possibles à nos apprenants de se prendre en charge. Merci beaucoup à vous, Madame Éléonore Yahi Ladikan. Vous êtes vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et bien évidemment enseignante en faculté des sciences et techniques. Tout à fait. Merci pour votre éclairage. Terminus Week Echo de ce dimanche 25 novembre prend fin ici. L'émission est disponible sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain.